Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a échappé jeudi à une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition. Le Congrès national africain ANC, qui dispose d'une majorité absolue parmi les députés, a fait barrage au texte visant son chef. Mutation du marché de l'emploi en Guinée équatoriale. Face à une conjoncture économique difficile, de vastes chantiers de construction ont dû être stoppés, faisant apparaître une baisse du nombre de travailleurs. La situation de plein emploi a laissé place au chômage endémique. Conséquences sanitaires de la crise en Libye, plusieurs hôpitaux du pays ont été obligés de fermer les portes à cause des violents combats qui ont détruit plusieurs centres hospitaliers. Nous verrons que celui de Benghazi reste fonctionnel malgré les échauffourées persistants. Enquête sur le génocide de 1994 au Rwanda. Une commission rwandaise accuse plusieurs officiers supérieurs français. Le pays a décidé d'enquêter sur les responsables français qui l'accusent d'avoir orchestré le génocide qui a coûté la vie à près d'1 million de personnes en 1994. Lors d'une conférence de presse jeudi, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a déclaré que la procédure judiciaire à l'encontre de responsables français débutera par une enquête complète. En Afrique du Sud, le Parlement a rejeté jeudi une motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Ses opposants le soupçonnent d'avoir été sous l'influence de la famille de l'homme d'affaires Gupta. C'est la deuxième motion de censure lancée cette année. Toutes deux ont été rejetées. On fait le point avec Corinne Kandam. Nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma, rejetée par le Parlement sud-africain. Pour la troisième fois consécutive, en 2016, le président sud-africain a échappé à une motion de censure déposée par l'opposition au Parlement ce jeudi 10 novembre. Mentionné dans de nombreux scandales de corruption, le président Jacob Zuma devait faire face aux revendications renouvelées de l'opposition au Parlement. Cette nouvelle motion résultait de la publication d'un rapport de la médiatrice de la République, Thuli Madonsela, demandant l'ouverture d'une enquête judiciaire qui mettra en cause le président Jacob Zuma dans une affaire de trafic d'influence. Les observateurs aujourd'hui sont unanimes que, au-delà de l'aboutissement, au-delà de la destitution du président de la République, et ce qui va être aussi important, c'est la suite à donner, c'est le comportement que le président va adopter, voir s'il a, oui ou non, appris ou compris le message que le peuple voulait lui lancer. Ce rapport pointe les Gupta, une famille de riches hommes d'affaires d'origine indienne, soupçonnés d'avoir profité de leur relation à titre privé avec Jacob Zuma pour influencer certaines nominations ministérielles. Il fait également état de versement de pots de vin des Gupta pour bénéficier de marchés publics. C'est l'ANC derrière qui va être fragilisé. C'est le parti au pouvoir qui va être fragilisé. Parce que si on voit que le repère du peuple, on voit que ceux qui ont porté la lutte contre l'apartheid, ceux qui ont porté les premières prémices du développement du pays sont en train d'être impliqués dans des histoires de corruption et que derrière, les cadres du parti sont en train de soutenir ces actions-là, il est clair que l'image du parti sera écorchée et le potentiel successeur du président Zuma aussi sera évidemment écorché. La motion de l'Alliance démocratique a recueilli 126 voix pour et 214 voix contre, le Parlement étant largement dominé par le Congrès national africain. Malgré l'apparition de tensions au sein de son parti, l'ANC, ce nouvel échec qu'enregistre l'opposition démontre bien le soutien dont le président Jacob Zuma bénéficie encore au sein du Congrès national africain. Élection présidentielle en Gambie. 3 candidats sont en lice pour le scrutin du 1er décembre. Le président sortant Yahya Jammeh est le candidat de l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, APRC, le parti politique du président. 2 autres candidats sont en lice. Il s'agit d'Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et de Mama Kandeh, le candidat du Congrès démocratique de Gambie, GDC. La campagne pour la présidentielle débutera donc dans ce contexte le 16 novembre. Hausse du chômage en Guinée équatoriale. 25% de la population est aujourd'hui sans emploi selon l'Institut national de statistique. Quels sont les facteurs de cette augmentation et quelles mesures ont été mises en place par les autorités? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi.
En Guinée équatoriale, la structure du marché de l'emploi a connu de profondes mutations ces dernières années. Tirée par l'industrie pétrolière, la croissance économique des années 2000 a mis le pays dans une situation de plein emploi. La conjoncture économique de la fin de cette décennie a vu le marché de l'emploi se dégrader. Une période caractérisée par l'arrêt des travaux, licenciements économiques et de la précarisation du travail avec des contrats à durée déterminée. On est parti en une décennie d'une situation de plein emploi ou presque à une situation de chômage endémique. Le gouvernement a dû prendre des mesures immédiates pour le contrôle des dépenses publiques en mettant la priorité sur les investissements publics. Cela voulait dire qu'il nous fallait réduire le niveau d'implication avec les entreprises qui étaient en train d'exécuter les chantiers de l'État. Cela a touché la main-d'œuvre que ces entreprises avaient. Ils ont dû également réduire leur personnel. Cela a eu un effet sur la consommation, car les employés de ces entreprises sont aussi des consommateurs. Selon les chiffres de l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale, le taux de chômage se situe à 25% de la population, un taux resté en constante augmentation. Le secteur du bâtiment et travaux publics, par exemple, a vu ses effectifs passer de 13 000 en 2011 à 4 000 en 2015. Malgré ce tableau, des initiatives privées pour l'emploi s'affirment. Ici, le site internet iCube Femmes vise à mettre en relation toute personne à la recherche d'un emploi avec des entreprises publiques et privées du pays. Ce site est devenu la plateforme privilégiée de la recherche d'emploi en Guinée équatoriale. iCube Femmes es un centro o una página web donde los candidatos pueden crear su perfil profesional. Nous sommes une page web où le chercheur d'emploi peut créer son profil professionnel. Nous le guidons à préparer sa documentation, un curriculum vitae, comment il doit se présenter. Les entreprises également publient leurs annonces. Celles-ci ont l'habitude de mettre en ligne les qualités qu'elles attendent des candidats. Certaines n'ont pas besoin d'expérience professionnelle, d'autres oui. Avec tous ces critères, le candidat lui-même voit s'il réunit toutes ces conditions ou non. Des politiques ont été mises en place ces dernières années afin d'inverser la courbe du chômage en Guinée équatoriale. Par exemple, le quota imposé de main-d'œuvre locale dans les entreprises étrangères. Des mesures jugées jusqu'ici inefficaces. Pour plusieurs observateurs, l'avenir est dans l'agriculture et l'élevage avec l'auto-emploi dans ce secteur qui pourrait générer des milliers d'emplois d'ici à 2025. En Libye, de nombreux hôpitaux ont été obligés de fermer leurs portes aux patients à cause des combats qui ont détruit plusieurs centres hospitaliers du pays. Le centre médical de Benghazi, malgré les échauffourées, reste ouvert. L'hôpital est l'un des derniers à accueillir les populations, malgré la crise sanitaire et économique qui frappe le pays. Idalet Mirabel Bissou. La crise sanitaire libyenne s'accentue avec les pénuries de personnel et de médicaments dans les hôpitaux. Des années de guerre civile en Libye ont contribué à l'arrêt de certains services hospitaliers à Benghazi. Depuis les hausses des prix des médicaments jusqu'à un manque d'équipements nécessaires pour le traitement des patients, le secteur sanitaire traverse une période de crise. Pourtant, malgré les périodes tumultueuses en Libye, le centre médical de Benghazi a résisté aux dégâts de la guerre et continue le service malgré les difficultés économiques que rencontre l'institution. Nous souffrons beaucoup de pénuries dans de nombreux secteurs de l'hôpital, surtout les médicaments d'anesthésie. Les patients atteints de cancer souffrent également de pénuries dans bon nombre de leurs besoins médicaux. Dans cette crise, l'angioplastie et les implants de pacemaker ou stimulateurs cardiaques sont malheureusement devenus indisponibles. À Benghazi, des hôpitaux ont été contraints de fermer depuis le début de la deuxième guerre civile en Libye en 2014. Le centre hospitalier opère à partir de 2 de ces 3 bâtiments depuis le début de la crise. Près de 2000 patients sont admis au centre tous les jours, avec 50 à 60 patients dans chaque clinique. Cependant, les patients se plaignent des coûts des procédures et des médicaments. À noter que de nombreux médicaments ont disparu de la pharmacie de l'établissement durant les périodes troubles. Honnêtement, il y a de bons médecins ici, mais il n'y a pas assez de médicaments. Il faut aller à l'extérieur pour acheter des antibiotiques et certaines pilules. L'économie libyenne dépend presque entièrement des recettes pétrolières, soit 95%. Bien que la production pétrolière ait récemment doublé à près de 600 000 barils par jour, l'économie reste toujours latente à cause de la chute des prix du pétrole depuis 2 ans sur le marché international. La crise interne a eu des répercussions dans plusieurs secteurs. La Libye, qui comptait sur des médecins et des infirmiers étrangers dans ses hôpitaux, a vu ces derniers quitter le pays en raison de la guerre civile qui a éclaté en 2014.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.